Toute ma vie, j'ai travaillé comme comptable, j'ai épargné pour ma retraite, j'ai payé mon hypothèque à temps, et j'ai cru qu'un foyer était l'endroit où l'on vous aimait, où vous étiez en sécurité. Quand mon fils Michael a perdu son emploi, j'ai dit « Viens t'installer avec moi, tu te remettras sur pied ». Il est venu avec sa femme et ses enfants. Ils ont pris les chambres. J'ai déménagé dans le salon. J'ai cuisiné, nettoyé, payé les factures. Et je ne me suis pas plainte. Jusqu'à ce qu'un jour, devant ses amis, ils disent « Les personnes âgées n'ont pas leur place dans une maison où des enfants grandissent. » Il a dit ça, debout dans ma maison, en regardant dans les yeux la femme qu'il avait autrefois tenue dans ses bras. Je n'ai pas dit un mot, mais une semaine plus tard, il tenait une enveloppe dans ses mains, avec une lettre et un préavis. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Margaret Brooks et j'avais 68 ans quand mon fils m'a appelée, la voix basse et mal assurée, pour me dire qu'il avait été licencié. C'était un jeudi du début du printemps, le genre de journée qui prétend être chaude, mais qui porte encore le froid de l'hiver dans la brise. J'étais dans la cuisine, triant le courrier avec la radio, qui fredonnait en arrière-plan, quand le téléphone a sonné. Il a dit que c'était temporaire, que l'entreprise réduisait ses effectifs, qu'il se remettrait bientôt sur pied. J'entendais le silence, après chaque phrase, la façon dont son souffle se coupait quand il essayait de paraître optimiste. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit de venir s'installer chez moi, que la maison était assez grande, que cela lui donnerait le temps de chercher de nouvelles opportunités. Il m'a remercié rapidement, comme s'il était embarrassé. Je lui ai dit que ce n'était rien, que c'est à ça que sert la famille. J'étais propriétaire de ma maison à Cedar Falls, dans l'Iowa, depuis plus de 30 ans. Une modeste maison à 2 étages, avec des volets bleus délavés, et une balancelle qu'Harold avait construite avant que ses genoux ne le lâchent. Nous l'avions achetée en 1987, à l'époque où les taux d'intérêt étaient encore brutaux, et où nous pensions ne jamais pouvoir nous offrir de nouveaux meubles. Mais nous nous en sommes sortis. Au fil des décennies, c'était devenu plus qu'une maison. C'était une carte de tout ce que nous avions surmonté. Harold était décédé 10 ans plus tôt. Les enfants avaient déménagé bien avant ça. L'espace était devenu plus silencieux avec le temps, mais je ne m'y sentais jamais seule. J'avais mes routines, mes livres, mes pâtisseries et mes parterres de fleurs. Michael est arrivé 3 jours après cet appel. Il n'est pas venu seul. Sa femme, Jessica, et leurs 2 enfants le suivaient comme un défilé las. Je ne savais pas qu'ils venaient tous. Je n'avais pas demandé. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. La famille, c'est la famille. On fait de la place. Ils sont arrivés dans l'allée dans un camion de location, des boîtes empilées à l'arrière, comme si c'était un déménagement permanent. Jessica ne m'a pas regardée en sortant. Elle était au téléphone, aboyant sur l'un des enfants. Michael m'a serré dans ses bras, rapidement et distraitement, balayant déjà la maison du regard, comme s'il en mesurait la superficie. Les garçons ont monté les marches du perron, en courant, et ont disparu à l'intérieur sans dire un mot. Je les ai aidés à porter les boîtes. Michael a dit qu'il n'aurait besoin que de quelques semaines, peut-être 1 mois, qu'une fois qu'ils seraient de retour sur les rails, ils trouveraient sur leur propre logement. Jessica n'a jamais rien dit à ce sujet. Elle a juste demandé où étaient les chambres. Je leur ai donné l'étage. Les 3 chambres. J'ai déplacé mon matelas dans le salon.
Je leur ai dit que j'aimais le soleil qui entrait par les grandes fenêtres le matin. Jessica n'a pas commenté. Michael avait l'air soulagé. La nuit, j'étais allongée sur le sol, à côté de la table basse, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. La maison ne me semblait plus être la mienne. Les murs étaient devenus plus minces, d'une certaine manière, comme si l'écho des voix des autres pouvait les écarter. Mais je me suis rappelé, c'était temporaire. C'était la bonne chose à faire. Je me levais tôt chaque matin pour préparer le café et le petit déjeuner. Jessica aimait le lait d'amande. Michael voulait ses œufs brouillés d'une certaine manière. Les garçons refusaient tout ce qui n'était pas des gaufres grillés. Je me suis adaptée. J'ai arrêté d'acheter les marques que je préférais. J'ai décalé mon emploi du temps pour que la salle de bain ne soit pas occupée quand il se levait. J'ai appris à me rendre invisible dans ma propre cuisine. Jessica a apporté de nouveaux coussins pour le canapé, a réorganisé le porte-épices, a retiré la photo encadrée d'Harold et moi de la cheminée et l'a remplacée par une horloge numérique. C'est plus pratique, a-t-elle dit. Je n'ai pas discuté. Michael passait ses journées au téléphone dans le bureau de l'étage. Il disait qu'il postulait à des emplois, qu'il parlait à des recruteurs. Je l'ai cru. Je voulais le croire. Mais les semaines ont passé et rien n'a changé. Les offres d'emploi ne sont jamais venues. Le camion de location a été rendu. Leurs enfants se sont inscrits à l'école locale pour l'instant. J'ai commencé à remarquer de petits changements. Mon fauteuil préféré a disparu du coin du salon. Jessica a dit qu'il tombait en morceaux. Mon panier à couture a été déplacé dans le garage pour faire de la place. Les rideaux que j'avais choisis il y a des années ont été remplacés. Jessica a dit qu'ils étaient poussiéreux et démodés. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était progressif, comme la lente décoloration d'une courte pointe préférée, après des années de lavage. Un jour, j'ai attrapé la tasse que j'utilisais toujours pour le thé, et elle avait disparu. Un autre jour, j'ai entendu Jessica parler de la maison comme de la leur, lors d'un appel avec sa sœur. Pourtant, je n'ai rien dit. Je me suis rappelé que c'est ce que font les mères. Elles se sacrifient. Elles font de la place. Elles avalent les petites indignités parce que l'amour exige de la flexibilité. Je n'avais jamais été du genre à exiger. J'avais toujours été celle qui donnait. Mais un soir, alors que j'étais assise seule à la table de la salle à manger, une assiette de dîner refroidissant devant moi pendant que les autres riaient à l'étage devant des plats à emporter qu'ils ne m'avaient pas invité à partager, quelque chose a changé. J'ai regardé autour de moi dans la pièce et je n'ai plus rien vu de moi. Pas de photos, pas de livres, pas de traces, juste le silence et des meubles empruntés. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit mon nom au centre d'une feuille de papier. Puis, je l'ai entouré. J'ai dessiné une bordure autour, une limite, parce que j'avais ouvert ma porte par amour. Mais ce qui était entré n'était pas de la gratitude. C'était le sentiment que tout était dû, et il avait pris racine. Les changements sont venus lentement, comme l'eau qui monte dans un verre, silencieusement d'abord, à peine perceptible, jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord et commence à déborder. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était toujours ma maison, mais les signes que ce n'était plus le cas devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Cela a commencé par les routines. J'avais l'habitude de me lever tôt et de faire du café avant le lever du soleil. La maison était calme, encore endormie, et je chérissais ces minutes paisibles, juste moi, le bourdonnement du réfrigérateur
et le tintement chaud de la cuillère contre ma tasse préférée. Mais après que la famille de Michael se soit installée, les matins sont devenus un tourbillon de bruit. Jessica a commencé à se lever avant moi, revendiquant la cuisine comme un champ de bataille. Elle avait réorganisé les tiroirs sans demander, déplacé les petites cuillères, échangé les tasses, rangé mes serviettes en tissu dans une boîte et les a cachées dans le garage. La cafetière a été remplacée par quelque chose d'élégant et de numérique. Le genre qui vrombissait et sifflait et faisait sentir à toute la cuisine les grains brûlés. J'ai demandé une fois où était passée ma vieille cafetière à filtre. Jessica a souri et a dit qu'elle était démodée, puis a ajouté « Tu vas adorer celle-ci, elle est automatique ». Elle n'a jamais demandé si je voulais qu'elle le soit. Ils ont aussi apporté des meubles. Le vieux canapé en cuir de Michael, encore usé de leur dernier appartement, a été placé au centre de mon salon. Mon canapé fleuri a été déplacé dans le garage avec le fauteuil où Harold avait l'habitude de faire la sieste. Jessica a acheté un nouveau tapis, vif et géométrique, jurant, avec les tons sourds, que j'avais soigneusement choisis au fil des ans. Quand j'ai mentionné le contraste, elle a ri et a dit que l'ancien était trop vintage. Les tableaux sur les murs ont changé. Les portraits de famille que j'avais accrochés. Harold dans son uniforme de la marine. Les enfants quand ils étaient petits, même la photo de mariage de mes parents, ont été décrochés et remplacés par des impressions abstraites d'un magasin du centre-ville. Il n'y a pas eu de discussion. Ils sont juste apparus un jour. Les miens étaient soigneusement empilés dans une boîte, étiquetée « Souvenir de Margaret », comme si j'étais décédée et que quelqu'un emballait ce qui restait. Jessica a commencé à appeler ça « notre maison » quand elle parlait au téléphone. Je l'ai entendu dire à une amie qu'il s'installait enfin et que l'espace était parfait pour les garçons. J'étais à 3 mètres de là, en train de mettre la table. Elle n'a pas bronché, ne s'est pas corrigée. Michael ne disait pas grand-chose. Il se déplaçait dans la maison avec une sorte de possession tranquille, comme quelqu'un à qui on aurait remis les clés de quelque chose qu'il n'avait plus besoin de mériter. Quand je lui demandais s'il avait eu des nouvelles des entretiens, il disait toujours quelque chose de vague. « C'est en cours » ou « la semaine prochaine, peut-être ». J'ai arrêté de demander au bout d'un moment. Je passais plus de temps dans ma chambre, ou plutôt la pièce que j'avais transformée en la mienne, après leur avoir cédé la chambre principale. Elle était petite, encombrée de choses que je refusais de stocker dans le garage. Ma commode, le fauteuil à bascule, quelques étagères. Le placard était plein à craquer, la moitié de mes vêtements encore pliés dans des bacs sous le lit. Je restais assise là, avec une tasse de thé tiède, écoutant les pas à l'étage, les rires, la musique, la télévision qui hurlait à travers des murs, qui ne semblaient plus me protéger. Même les repas ont changé. J'avais l'habitude de préparer le dîner tous les soirs. Des choses simples et réconfortantes, comme du poulet rôti ou du ragoût de bœuf. Jessica a commencé à insister sur la planification des repas. Elle avait des tableaux, sans gluten par-ci, bio par-là. Les garçons étaient difficiles, et je devais m'adapter. Un soir, quand j'ai fait un pain de viande, quelque chose que Michael aimait quand il était enfant, elle a plissé le nez et a dit « Ce n'est pas vraiment ce que nous mangeons maintenant ». Alors, j'ai arrêté de cuisiner. Je prenais mes repas plus tard, seule à table, pendant qu'ils empilaient la vaisselle sale dans l'évier et quittaient la cuisine sans un mot. J'essuyais les comptoirs quand personne ne regardait. Je sortais les poubelles. Je pliais les serviettes. Je faisais tourner la maison comme un fantôme, invisible dans les coins,
en tant les pièces que je possédais autrefois. Une fois, j'ai essayé de récupérer un peu d'espace. J'ai raccroché une petite photo d'Harold et moi dans le couloir. Le lendemain matin, elle avait disparu. Je l'ai trouvée sur le dessus de la machine à laver. Personne n'en a parlé. Je me disais que c'était temporaire, que Michael finirait par trouver du travail et qu'il déménagerait, que tout ce que j'avais à faire, c'était de supporter ça un peu plus longtemps. Mais chaque jour, la maison devenait plus étrangère. J'avais ouvert la porte pour les aider, et ils s'étaient installés comme si je ne faisais plus partie de l'équation. C'était étrange de vivre dans sa propre maison, et de se sentir comme une invitée. Encore plus étrange de réaliser qu'on n'était même pas traité comme tel. Juste un décor, un soutien, une infrastructure silencieuse. J'étais devenu le sol sous leurs pieds, et aucun d'eux n'a remarqué quand ils m'ont marché dessus. Il y a un moment où la frustration silencieuse devient autre chose. Pas de la rage, pas du chagrin, mais un changement plus froid, plus silencieux, une reconnaissance que quelque chose de fondamental s'est brisé. Ce moment est arrivé pour moi un mercredi après-midi, quand j'ai essayé de prendre une douche dans la salle de bain que j'utilisais depuis plus de 30 ans et que j'ai trouvé la porte verrouillée. La voix de Jessica est venue de derrière, sèche et agacée. Elle a dit que les garçons utilisaient la salle de bain et que je devrais attendre. Je suis restée là en robe de chambre, une serviette à la main, ne sachant pas si je devais rire ou pleurer. C'était ma salle de bain, dans ma maison. Et pourtant, je me suis surprise à m'excuser en m'éloignant. Je n'ai parlé à personne du reste de la journée. Je suis allée dans ma chambre, si on pouvait encore l'appeler ainsi, et j'ai fixé la petite parcelle de sol qui n'était pas couverte de bacs de rangement ou de meubles déplacés. C'est là que j'ai ouvert mon carnet, celui que j'avais gardé caché sous une pile de vieux magazines de quilting. Il avait commencé comme une liste de courses, un endroit pour noter des rendez-vous chez le médecin ou des anniversaires. Mais maintenant, il est devenu tout autre chose. J'ai commencé à tout noter. Date, dépenses, qui utilisait quoi, quand et comment. Qui achetait les courses, qui payait la facture d'électricité, qui laissait la vaisselle sale sur le comptoir, qui me traitait comme une locataire dans ma propre vie. Ce n'était pas mesquin, c'était une preuve, et ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. J'avais passé toute ma vie d'adulte à tenir des registres. J'ai été comptable scolaire pendant plus de 30 ans. Budget, audit, feuille de calcul. C'était mon monde. Je savais comment suivre la valeur. Je savais comment tracer les pertes. Et maintenant, pour la première fois, j'ai commencé à comptabiliser les choses intangibles, l'espace, le respect, la reconnaissance. Mon grand livre ne concernait plus les chiffres, il concernait les limites. Le lendemain, je suis entrée dans la cuisine et j'ai découvert que quelqu'un avait utilisé le reste du lait. Encore. Les garçons avaient mangé le reste du pain. Jessica avait laissé un post-it sur le réfrigérateur qui disait « S'il te plaît, prends du lait d'avoine la prochaine fois. Le lait normal dérange l'estomac de Dylan. » Pas de « s'il te plaît », pas d'offre de remboursement, juste des instructions. Je suis restée là à regarder le post-it, le réfrigérateur bourdonnant derrière, et j'ai réalisé quelque chose de douloureusement simple. Je ne faisais pas partie du foyer, j'étais son aide. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde dorme, puis j'ai traversé la maison et j'ai fait l'inventaire de tout ce qui manquait. Ma lampe de lecture, le point de croix encadré de ma mère, l'horloge antique du couloir, tout emballé et stocké quelque part, ou simplement jeté sans un mot. J'ai ouvert le placard du couloir
et j'ai trouvé mon manteau d'hiver coincé derrière les clubs de golf de Michael. Je l'ai sorti, je l'ai épousseté, et je l'ai accroché près de la porte d'entrée. Je ne prévoyais d'aller nulle part, mais je voulais le voir là. Je voulais qu'une petite chose marque que j'existais encore ici. Le lendemain matin, Jessica l'a remis en place. Le même après-midi, je l'ai de nouveau entendu parler au téléphone. Sa voix était basse, mais les mots portaient. Nous aimerions déménager, mais c'est compliqué. Elle est toujours là, et Mike ne veut pas la forcer. Nous faisons de notre mieux. Toujours là, toujours, comme si j'étais une relique prenant la poussière. Un obstacle, pas une personne. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la salle à manger, après qu'ils aient mangé et laissé leur désordre. J'ai débarrassé la vaisselle, j'ai essuyé les miettes, et j'ai allumé une bougie. Juste une. Pour moi. Je me suis versé un verre de vin, et j'ai de nouveau écrit dans mon carnet. Je n'ai pas seulement noté ce qui s'était passé. Je me suis demandé ce que j'attendais. Pourquoi est-ce que je faisais encore comme si c'était temporaire? Pourquoi est-ce que je me laissais effacer? Je connaissais la réponse. Ce n'était pas l'amour. Ce n'était pas la peur. C'était l'habitude. C'était le vieux scénario. Celui qui dit que les mers font de la place. Que nous nous plions, nous étirons, nous absorbons. Que nous avalons les choses difficiles et les appelons sacrifices. Mais le sacrifice sans reconnaissance n'est pas noble. C'est une capitulation. Et j'en avais fini de capituler. Cette nuit-là, j'ai mis mon carnet dans le tiroir à côté de mon lit. Je me suis tenue devant le miroir et j'ai fixé mon reflet, cherchant la version de moi-même que j'étais autrefois, celle qui gérait un budget scolaire au centime près, qui a élevé 2 enfants avec un seul salaire, qui a enterré un mari et n'a jamais demandé d'aide. Elle était toujours là, juste silencieuse, juste en attente. Le lendemain matin, j'ai mis un post-it sur le réfrigérateur. Il disait « Le loyer est dû le 1er du mois ». Je ne l'ai pas signé. Ce n'était pas nécessaire. Le jour du dîner a commencé comme n'importe quel autre, avec Jessica donnant des ordres et Michael évitant le contact visuel. On ne m'a pas dit qu'il y aurait des invités. Je l'ai découvert en entendant Jessica au téléphone, parlant d'accords mets et vins, et demandant à quelqu'un d'apporter un dessert sans gluten. Elle est passée à côté de moi dans le couloir et a dit « Nous avons quelques personnes ce soir », comme si c'était une pensée après coup. Pas d'invitation, pas de demande, juste un avis. J'ai passé la matinée dans ma chambre, la petite chambre, celle qu'ils appelaient la chambre d'amis, en parlant aux autres, comme si j'étais une cousine éloignée, en visite prolongée. J'ai lu la même page d'un livre 3 fois, mais je ne pouvais pas absorber les mots. La maison bourdonnait d'activité, l'aspirateur, le tintement des verres à vin, l'odeur d'ail et de citron flottant de la cuisine. On ne m'a pas demandé d'aider. On ne m'a pas demandé de partir. On s'attendait juste à ce que je reste à l'écart. Le soir, la maison était remplie de voix que je ne reconnaissais pas. Des rires résonnaient du salon, forts et décontractés, du genre qui porte la confiance et le confort. Je suis restée dans le couloir, à mi-chemin des escaliers, juste hors de vue. Je ne sais pas pourquoi je suis restée. Peut-être que je voulais entendre quelque chose qui me rappellerait que c'était toujours ma maison. Peut-être que j'espérais une reconnaissance. Au lieu de cela, j'ai entendu Michael. Il se tenait près de l'îlot de cuisine, un verre à la main, entouré d'amis. Sa voix était détendue, à l'aise au centre de l'attention. Les personnes âgées n'ont tout simplement pas leur place dans les maisons avec des enfants, a-t-il dit. Ce n'est bon pour personne. Nous avons besoin d'espace pour élever nos garçons,
pour vivre nos vies. Quelqu'un a ri. Une autre voix a ajouté « Totalement. C'est épuisant d'essayer de gérer les deux extrêmes de l'âge. » Michael a poursuivi. Nous avons pensé à déménager. Mais c'est compliqué. Vous savez comment c'est. Quand il y a des questions d'héritage en jeu. Héritage. C'est ce que j'étais maintenant. Un fardeau déguisé en sentiment. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Les mots m'ont frappé avec une chaleur qui a commencé dans ma poitrine et est montée à mon visage. Pas de la colère. Pas tout à fait. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une tristesse si lourde qu'elle tirait à la base de ma colonne vertébrale. Il l'a dit comme si je n'étais pas là. Parce que, pour lui, je ne l'étais pas. J'étais un décor, une histoire. Le meuble moelleux dans le coin, sur lequel plus personne ne s'assoit. Quand les rires se sont calmés et que la conversation a dérivé vers d'autres sujets, les actions, le sport, la nouvelle rénovation de la cuisine de quelqu'un. J'ai remonté les escaliers, lentement, silencieusement. Je suis allée à la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes et j'ai fixé les carreaux que j'avais récurés pendant 30 ans. J'ai compté les fissures capillaires dans le coulis. J'ai essayé de me souvenir depuis quand j'avais cessé d'être vue. Cette nuit-là, je n'ai pas dîné. J'ai attendu que la maison soit de nouveau immobile. Les invités, partis depuis longtemps. Les verres séchant sur le comptoir. Je me suis fait un sandwich dans le noir. Je l'ai mangé à la table de la cuisine, avec seulement la lumière du micro-ondes pour voir. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas déchaînée. Mais quelque chose en moi s'est installé, s'est solidifié. Je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau. J'ai sorti le dossier que j'avais commencé il y a des semaines. J'ai ajouté une page au dos. Date, heure, citation. Je l'ai noté mot pour mot. Sa voix gravée dans les lignes comme une encre qui ne s'effacerait jamais. Puis j'ai écrit une seule phrase en dessous. Il ne vit plus ici. Pas encore un fait. Mais bientôt. Parce que quelque chose avait changé. De la même manière que le gel durcit les bords d'une feuille. Et quand ça casse net. Le matin après le dîner était calme. Trop calme. Le genre de silence qui persiste après que quelque chose a été brisé et que tout le monde fait semblant que ce n'est pas en morceaux sur le sol. J'ai entendu les enfants se préparer pour l'école. La voix de Jessica s'élevait légèrement dans le couloir, enjouée et impeccable. Michael ne parlait pas beaucoup. Il se déplaçait dans la maison comme un homme marchant dans la fumée, ne sachant pas très bien ce qui brûlait encore. Je ne me suis pas jointe à eux. J'ai attendu que la maison soit de nouveau vide avant de sortir de ma chambre. La cuisine sentait encore le vin et l'ail. Il y avait quelques assiettes sales dans l'évier, et une serviette froissée gisait sur le comptoir. Je ne l'ai pas nettoyée. J'ai versé une tasse de café de la cafetière, que Jessica avait laissée à moitié pleine. J'ai ajouté un soupçon de crème, et je me suis assise à la table, à l'endroit même où Michael s'était tenu la nuit précédente, m'effaçant avec ses mots. L'air était chargé de décision. Je le sentais au bout de mes doigts, dans le rythme de ma respiration. Quelque chose avait changé, et je n'étais plus disposée à faire semblant. J'ai pris mon café dans le salon, et j'ai ouvert le tiroir de la table d'appoint. À l'intérieur se trouvait le dossier que j'avais discrètement constitué. Je l'avais étiqueté en petits caractères nets. Maison légale. Il était rempli de relevés bancaires, de déclarations de revenus, de factures de services publics à mon nom, des documents de mainlevée d'hypothèque. Tout ce qui prouvait ce que je savais déjà, que cette maison était à moi, achetée et payée,
bien avant que Jessica n'entre en scène, avant que Michael n'ait fini l'université, avant la naissance de ses garçons. J'ai appelé un avocat ce matin-là. Elle s'appelait Meredith Holloway, et elle m'avait été recommandée par une voisine qui avait vécu une situation similaire avec sa propre fille. J'ai expliqué brièvement ma situation, et elle n'a pas semblé surprise. Elle m'a dit qu'elle l'avait vu plus d'une fois, des enfants qui oublient l'humanité de leurs parents au moment où ils ont besoin de quelque chose d'eux. Nous nous sommes rencontrés le lendemain. Son bureau était calme et chaleureux, rempli d'une lumière douce et de la faible odeur d'eucalyptus. J'ai apporté le dossier avec moi, ainsi que mon journal et une liste de tout ce qui avait été dit et fait au cours des 2 derniers mois. Meredith a écouté attentivement, a posé des questions précises et a pris des notes dans un carnet à spirale étroit avec une couverture en cuir rose. Quand j'ai eu fini, elle a levé les yeux et a dit « Nous allons récupérer votre maison, officiellement. » Ce mot, officiellement, m'a marqué, parce que je n'avais jamais vraiment perdu la maison, pas sur le papier. Mais je l'avais perdue en présence, en voix, en dignité. Ce que je voulais maintenant, ce n'était pas seulement le contrôle. Je voulais la reconnaissance. Je voulais des limites définies par l'encre et la loi, pas seulement par la politesse et l'espoir. Nous avons déposé un préavis de résiliation de bail verbal. Meredith a rédigé une lettre qui expliquait en termes clairs que Michael et sa famille avaient 30 jours pour quitter la propriété. C'était formel, mais pas cruel. Clair, mais pas vengeur. C'était le genre de lettre qui ne laissait aucune place à la discussion, seulement à l'action. Nous l'avons envoyée par courrier recommandé. J'ai placé une 2e copie dans une enveloppe et je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine, sous la salière. Ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai dîné dans la véranda, écoutant le doux bruissement des feuilles devant la fenêtre et le craquement occasionnel du parquet à l'étage. Je me suis couchée tôt. J'ai dormi profondément. Le lendemain matin, Michael attendait dans la cuisine. L'enveloppe était ouverte sur la table. Il avait l'air pâle, confus, comme quelqu'un qui serait tombé au milieu d'une conversation à laquelle il n'avait pas prêté attention. Il m'a demandé si j'étais sérieuse. Je lui ai dit que oui. Il a dit « Mais c'est notre maison maintenant ». J'ai dit « Elle n'a jamais cessé d'être la mienne ». Jessica est entrée au milieu de la conversation. Elle était furieuse. Elle m'a accusée de trahison, de cruauté, de tourner le dos à mon propre sang. Je l'ai laissé parler. J'ai laissé le venin se répandre sur le carrelage. Et quand elle a eu fini, je lui ai dit qu'ils avaient dit 4 semaines. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le choisissais. Elle a qualifié ça de sans cœur. Mais ce qu'il m'avait fait n'était pas sans cœur. C'était sans cervelle. C'était la lente usure du sentiment que tout était dû, la croyance que parce que j'avais donné une fois, je donnerais toujours, que parce que j'étais restée silencieuse, je ne parlerais jamais. Ils avaient oublié que j'avais été une professionnelle toute ma vie, que je savais lire les contrats, faire respecter les limites, tout documenter. Ils avaient oublié que j'avais une colonne vertébrale. La lettre n'était qu'un morceau de papier, mais c'était aussi la ligne dans le sable. Et ils l'avaient franchie. Je m'attendais à de la rage, à des supplications. Je m'attendais même au silence, l'un de ces silences froids et punitifs que les gens utilisent lorsqu'ils croient que vous leur avez fait du tort. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le déni. Après la lettre, les choses n'ont pas explosé. Elles se sont effilochées. Michael n'a pas haussé la voix. Il n'est pas parti en trombe. Il a simplement agi comme si de rien n'était.
Il continuait à faire du café le matin, passait à côté de moi, sans me reconnaître, et parlait en phrases courtes et sèches, comme si nous étions deux collègues, coincés dans le même bureau, mais travaillant sur des projets entièrement distincts. Jessica a réagi différemment. Elle était plus bruyante, plus théâtrale. Elle se plaignait plus ouvertement, pas à moi, mais autour de moi, de la taille de la cuisine, des appareils électroménagers démodés, du manque d'espace, et de la façon dont cela commençait à devenir à l'étroit. Elle a mentionné à Michael, assez fort pour que je l'entende, qu'ils auraient peut-être dû prendre cet appartement sur Oak Street quand ils en avaient eu l'occasion. Mais aucun d'eux n'a emballé une seule boîte. Une semaine a passé, puis une autre. Je regardais le calendrier. Je regardais l'horloge. Je regardais la maison commencer à se replier sur elle-même, sous le poids du non-dit. C'est en fin d'après-midi que c'est arrivé. J'étais dans le jardin, à genoux dans la terre, à côté des rosiers. J'avais un peu laissé le jardin à l'abandon pendant l'hiver, mais avec l'arrivée du printemps, j'y étais retournée comme on retourne à un livre bien aimé. C'était le seul endroit de la propriété qui me semblait encore entièrement à moi, intact de leurs mains réorganisatrices. Je taillais une branche d'épines tenaces quand j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Michael debout là, les mains dans les poches, le visage incertain. Il m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit que je taillais les rosiers. Il a dit « Tu fais encore ça ?» Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. Il est resté là un moment. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Il a dit qu'il pensait que je bluffais. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à travailler. Puis il a dit qu'il ne savait pas où ils iraient. Pas comme une accusation. Pas même avec amertume. Juste une vérité tranquille, flottant dans l'air entre nous, comme une feuille sans endroit où atterrir. Je me suis assise sur mes talons et j'ai essuyé mes mains sur mon jean. Le soleil était derrière lui, donc je ne pouvais pas voir clairement ses yeux, mais je pouvais dire qu'il ne me regardait pas. Il regardait le sol, la terre, les rosiers, n'importe quoi, sauf mon visage. Je lui ai dit que j'en étais désolée, mais je lui ai aussi dit que je n'étais pas désolée de protéger ma maison. Il a dit qu'ils essaieraient de partir d'ici la fin du mois. J'ai dit que c'était bien. Il a hoché la tête et est parti. Cette nuit-là, Jessica a claqué une porte de placard si fort qu'un des verres a vibré sur l'étagère et s'est brisé sur le sol. Elle ne l'a pas nettoyé, je l'ai fait. Non pas parce que je cédais, mais parce que je ne voulais pas laisser des choses cassées traîner. Quelques jours plus tard, je suis rentrée de l'épicerie et j'ai trouvé Michael assis à la table de la cuisine. Seul. Son ordinateur portable était fermé. Une tasse de café à moitié vide devant lui. Il a dit qu'il avait trouvé un logement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était près de l'école des garçons. Il m'a demandé si ça me dérangerait de l'aider avec la caution. Juste un petit prêt. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit non. C'était la première fois que je disais non à mon fils quand il demandait de l'aide. Le mot me semblait lourd dans la bouche, comme une pierre. Mais une fois que je l'ai dit, je ne suis pas revenue dessus. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête, lentement, comme s'il s'y attendait depuis le début. Le lendemain matin, j'ai trouvé une pile de boîtes vides dans le garage. Ils avaient commencé à faire leurs bagages. Il y avait un calme étrange dans la maison après ça. Pas de tension, pas de soulagement. Quelque chose entre les deux. Un compte à rebours, peut-être, ou une longue expiration, après des années à retenir sa respiration. La surprise n'était pas qu'il partait. La surprise était à quel point il était naturel de les laisser partir. Le silence
est venu progressivement, comme une brume s'infiltrant par une fenêtre ouverte. Il n'est pas arrivé en trombe, ni ne s'est annoncé. Il s'est simplement installé. Un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé que la maison sonnait différemment. Pas de dessins animés hurlant du salon, pas de pas précipités dans les escaliers, pas la voix de Jessica criant par-dessus le cliquetis de la vaisselle. Juste le calme. Ils étaient beaux partis 3 jours plus tôt. La dernière boîte était entrée dans la voiture de Michael, vers le coucher du soleil. Jessica n'avait pas dit au revoir. Elle m'a à peine regardée. Les garçons m'ont fait des accolades, sans conviction, distraits et incertains. Michael a été le seul à dire quelque chose qui ressemblait à un adieu. Il m'a remercié pour tout, mais sa voix était mince, comme un tissu trop étiré. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête. Après que la porte se soit refermée derrière eux, je suis restée dans l'entrée pendant un long moment. Le soleil de fin de soirée filtrait à travers le vitrail au-dessus de la porte, dispersant des éclats d'ombre et de bleu sur le sol. Le silence à l'intérieur de la maison ne ressemblait pas à une absence au début. Il ressemblait à une question. Et maintenant ? Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai fait du café comme avant, avec la vieille cafetière à filtre que j'avais sauvée de l'arrière du garde-manger. J'ai trouvé ma tasse préférée, celle avec le bord ébréché, et je me suis assise à la table de la cuisine avec les 2 mains enroulées autour, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu à attendre que quelqu'un finisse dans la salle de bain. Je n'ai pas eu à vérifier si quelqu'un avait mangé le reste des œufs ou déplacé le sel sur une autre étagère. Je n'ai pas eu à marcher sur la pointe des pieds autour du bruit, de l'espace ou de la présence. J'existais simplement dans ma maison, sans entrave. Ce silence est devenu sa propre compagnie. J'ai traversé la maison lentement, pièce par pièce, me familiarisant à nouveau avec des espaces qui m'avaient semblé étrangers, sous le rythme de quelqu'un d'autre. J'ai ouvert les portes qu'il gardait toujours fermées, j'ai épousseté les étagères qui avaient contenu des choses que je ne reconnaissais pas, j'ai réarrangé les meubles qui avaient été tournés vers les télévisions au lieu des fenêtres. Dans ma chambre, ma vraie chambre, j'ai enlevé les draps et j'ai ouvert les fenêtres. L'air sentait la pluie et l'herbe coupée. J'ai aéré les placards. J'ai plié mes pulls comme je l'aimais, pas de la manière dont Jessica avait insisté sur le fait que c'était mieux pour l'espace. J'ai remis mes livres à leur juste place, classés par ordre alphabétique d'auteur, pas par couleur. J'ai trouvé de petites choses qu'ils avaient laissées derrière eux, des miettes d'une vie qui n'appartenait plus ici. Une paire de chaussettes derrière la commode, un jouet cassé dans le coin de la chambre d'amis, une liste que Jessica avait écrite et collée sur le réfrigérateur, pleine de notes sur les factures, les jours de nettoyage, les horaires des garçons. Je l'ai décroché, je l'ai plié une fois et je l'ai jeté. Pendant quelques jours, je n'ai parlé à personne, non pas parce que j'étais contrariée, mais parce que j'avais besoin de l'immobilité. J'avais besoin d'entendre ma propre respiration dans l'espace. J'avais besoin de savoir que je ne résonnais pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Je suis allée à l'épicerie et j'ai acheté ce que j'aimais. Du yaourt épais, du pain au levain, des fraises, même si elles n'étaient pas en promotion. Je n'ai pas regardé le prix du lait d'avoine. Je n'en avais pas besoin. J'ai écouté de la musique classique dans la cuisine. J'ai dansé une fois, pieds nus, en attendant que l'eau bouille. J'ai ri aux éclats quand j'ai laissé tomber une cuillère et qu'elle a cliqueté de façon spectaculaire sur le carrelage, surprenant le chien.
Je n'avais pas ri comme ça depuis des mois. Ce samedi-là, je me suis assise dans le jardin avec mon sécateur et j'ai taillé les rosiers. Les pétales commençaient tout juste à s'ouvrir, leurs bords doux tremblant dans la brise. J'ai travaillé lentement, délibérément. Chaque coupe, une petite reconquête. La terre était chaude sous mes genoux, et le soleil embrassait ma nuque. J'ai fermé les yeux, et je l'ai laissé s'attarder. Les voisins ont recommencé à faire des signes. Quelques-uns se sont arrêtés pour discuter. L'une d'entre elles, Claire, de 2 portes plus loin, m'a demandé si j'étais de nouveau seule, avec une inclinaison de tête compatissante. J'ai souri et j'ai dit « Non, juste de retour à la normale ». Plus tard dans la soirée, je me suis assise sur le porche avec un verre de thé glacé et j'ai regardé la lumière s'estomper derrière les arbres. La maison derrière moi était propre, silencieuse, entière. Le silence n'était plus vide, il était à moi. Il y avait une immobilité dans la maison maintenant, mais ce n'était pas le genre qui vient avec la solitude. C'était le genre qui respire lentement, régulièrement, comme quelqu'un qui se repose enfin après une longue maladie. Chaque pièce semblait avoir pris une bouffée d'air au moment où la porte d'entrée s'est refermée derrière eux. Les murs se sont détendus, l'air s'est adouci, les coins où la lumière était autrefois avalée brillaient maintenant le matin. Je me suis déplacée à travers elle comme quelqu'un qui redécouvre une langue qu'elle n'avait pas parlée depuis des années. J'ai enlevé mes chaussures sans craindre de trébucher sur le sac à dos de quelqu'un. J'ai mis la radio aussi fort que je le voulais. J'ai relu mes livres à voix haute, pas à quelqu'un en particulier, juste au mur, à l'air, à moi-même. Les pièces semblaient boules plus grandes, mais pas vides. Elles étaient remplies de mon rythme, de ma cadence, des bruits familiers des portes de placard, du craquement du plancher près du placard du couloir, du faible bourdonnement du réfrigérateur. Elles ne contenaient plus de tension ni de politesse forcée. Elles contenaient de la présence. J'ai repeint la salle de bain du rez-de-chaussée en lavande pâle. J'avais toujours voulu le faire, mais Jessica avait dit un jour que cela rendrait la pièce démodée. J'ai choisi la couleur moi-même. Je suis allée à la quincaillerie. J'ai pris la peinture, les pinceaux et les bâches. J'ai chanté en peignant, faux et un peu trop fort. Le chien était assis dans l'embrasure de la porte, me regardant comme si j'étais quelqu'un de nouveau. J'ai réarrangé le salon. J'ai ramené mon vieux fauteuil du garage et je l'ai placé près de la fenêtre, juste là où Harold avait l'habitude de s'asseoir. Le coussin avait une tache d'usure, mais c'était toujours le fauteuil le plus confortable de la maison. J'ai placé une table d'appoint à côté avec ma lampe de lecture, un sous-verre pour le thé et la petite horloge avec le tic-tac que Jessica disait toujours lui donner mal à la tête. J'ai déballé les boîtes de mes affaires, non pas celles dont j'avais besoin, mais celles que j'avais aimées. Le plat en céramique de ma lune de miel en Oregon, la courte pointe que ma sœur m'avait faite il y a 30 ans, les albums photos aux pages qui craquaient légèrement quand on les tournait. Je les ai tous étalés, non pas comme décoration, mais comme preuve. Preuve que j'avais été là tout le temps, que cet espace était le mien, non seulement de nom, mais d'esprit. Le dimanche matin, je me suis réveillée avant l'aube et j'ai fait une tarte aux myrtilles, juste pour moi. La cuisine s'est remplie de l'odeur de beurre, de sucre et de fruits chauds, et je me suis assise à la table et j'ai mangé une part avec les doigts, encore chaude, le jus tachant le bout de mes doigts. Je ne me suis pas souciée d'une assiette. Plus tard, j'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer les serrures, non pas par peur, mais pour achever le rituel, pour tracer la ligne finale.
Une nouvelle clé. Un nouveau son de porte. Une nouvelle version de rentrer à la maison. Le silence de la maison était maintenant un ami. Il me saluait chaque matin comme une page blanche. Je ne sursautais plus aux ombres qui bougeaient derrière moi. Je ne ressentais plus le besoin de m'excuser, d'entrer dans ma propre cuisine. Je ne demandais plus la permission d'ouvrir les fenêtres ou de jouer ma musique. La boîte aux lettres était de nouveau remplie de choses adressées uniquement à moi. Les factures portaient mon nom. Les étiquettes d'adresse de retour que j'avais commandées sont arrivées par la poste, et j'ai souri en décollant la première et en la plaçant sur une lettre à un vieil ami. Mon écriture, toujours forte et nette, toujours la mienne. Les gens me demandent parfois s'il me manque, si c'est étrange d'être de nouveau seul. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas seul. Je suis accompagné par la paix, par la mémoire, par un sentiment tranquille d'avoir fait ce qui était difficile et d'en être sorti avec ma dignité intacte. Cette maison a vu de nombreuses versions de moi. Épouse, mère, veuve, pourvoyeuse, pardonneuse, fantôme. Mais maintenant, elle me voit telle que je suis. Une femme avec de l'espace, avec une voix, avec du temps. Je m'assois souvent sur le porche avant, alors que le soleil se couche. Un livre sur les genoux, le chien enroulé à mes pieds. Les voisins passent, certains font un signe de la main. Certains s'arrêtent pour discuter. Je hoche la tête, je souris, je réponds aux questions sur le jardin ou le temps. Mais les meilleures conversations sont celles que j'ai dans ma tête, calmes, sans hâte, ancrées. Parce que maintenant, après tout, je peux enfin le dire sans hésitation. Ceci est ma maison, et je suis chez moi,